bonjour à toutes et tous. Donc, alors on espère que vous venez pour le sujet et pas pour la température uniquement. C'est ce qu'on se disait en aparté avec Aldric et Habib. Donc je suis Eric Bézy, je suis directeur technique et CTO chez Dell Technologies. Je vais avoir le plaisir d'animer cette table ronde pour effectivement parler du cas du Crédit Agricole avec Aldric et donner quelques éclairages sur le marché que l'on voit, nous, en tant que Dell Technologies et Kyndryl sur le marché de la finance, sur l'adoption de l'IA générative au global. Vous vous demandez pourquoi Dell? Parce que on fournit ces infrastructures, et c'est au travers de la Dell AI Factory à beaucoup de nos clients pour pouvoir passer justement de l'évaluation à la production. Mais ce n'est pas qu'une histoire de technologie, c'est une histoire de transformation de modèles opérationnels. Donc où il y a un accompagnement, c'est important d'industrialiser l'ensemble de la stack, y compris la stack MLOps, on y reviendra, tout le pipeline de données, l'évaluation des modèles, la gestion des risques associés, et c'est en transformant les processus que l'on voit le plus de valeur appliquée, notamment avec l'arrivée de l'agentic. On y reparlera un petit peu en conclusion de la table ronde, on y reviendra sur ce sujet un petit peu du moment autour de l'IA générative. Alors, je voulais juste commencer un petit peu avec 3 chiffres pour lancer le sujet. C'est une étude qu'on a menée avec Vanson Bourne en 2025 sur la France. Et je vous donne 3 chiffres qui sont 78, 74 et 89. Ces 3 chiffres, c'est quoi? C'est 78% des entreprises qu'on a interrogées voient bien que l'IA générative, c'est stratégique pour eux au niveau déjà du COMEX et de la stratégie de la société. Le point qui est intéressant, et je viens d'en parler juste avant, c'est qu'effectivement, déjà aujourd'hui, 74% voient l'importance de l'arrivée des agents et de l'agentique en particulier pour moderniser leur processus et rentrer dans des phases vraiment d'automatisation. Et un point fondamental dans tout ça, il n'y a pas d'IA sans data. Et aujourd'hui, les IA, les LLM que vous connaissez, que vous utilisez au quotidien, même en tant qu'utilisateur personnel, sont toutes formées sur les données ouvertes de l'Internet, mais le différenciant, c'est vos données d'entreprise. C'est là où se fait la différence, où se fait la connaissance, et c'est la fondation pour réussir, d'où l'importance de savoir bien les utiliser, les contextualiser et les protéger. On y reviendra aussi au travers de cette table ronde. Donc Aldric, je te passe pour la première question la main, pour dire comment est venue la génération justement de l'IA générative en 2023 et l'évaluation, le choix de partir sur l'évaluation de ces technologies-là? Je pense que personne n'a eu réellement le choix. En réalité, on peut dire que ChatGPT a fait irruption dans nos vies. Alors pour certains, pour les plus aguerris, ils savaient déjà qu'il y avait l'IA générative qui existait, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé en novembre 2022. L'arrivée de ChatGPT, et donc assez rapidement, comme le Crédit Agricole, c'est un groupe qui est très décentralisé, on s'est dit qu'il fallait qu'on regarde, en l'occurrence avec le Data Lab Group, ce que pouvait représenter cette technologie, à la fois en potentiel d'usage, mais aussi les risques et les limites qui l'accompagnent. Et donc ça, assez vite, on s'est réunis avec les différentes expertises du groupe, à la fois les fonctions de contrôle, mais aussi les entités qui elles-mêmes disposent de capacités en matière de data et d'IA. Et on a édicté ce qu'on appelé assez rapidement une stratégie d'adoption maîtrisée. Alors, chaque mot est ciselé, pesé. Ce que ça veut dire, parce que ça peut être aussi le risque dans une banque, il faut avoir une image pour ceux qui ne connaissent pas, mais une banque, c'est comme avant tout une machine à gérer des risques. Donc ça veut dire que quand quelque chose vous arrive, le premier miroir un peu déformant que vous avez, c'est risqué. Quand vous dites c'est risqué, première tentation, c'est de dire surtout on n'y touche pas, et voilà, on s'en éloigne. Donc quand on dit stratégie d'adoption maîtrisée, on met adoption premier, ça veut dire qu'il y a un potentiel, on veut s'en emparer. Maîtriser, ça veut aussi dire qu'on n'est pas prêt non plus à renoncer à tout ce qu'on a construit depuis des années en matière de confiance et de responsabilité pour toucher du doigt ce potentiel. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, tout le monde a bien vu l'histoire de protéger ses données, celles des clients. Enfin, tout le monde. Pas tout le monde, justement. Vous avez peut-être vu, effectivement, au démarrage, début 2023, qu'il y avait eu quelques entreprises qui s'en étaient un peu mordues les doigts. On a essayé d'ouvrir des espaces pour nos métiers d'expérimentation sécurisée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on accepte que de manière très décentralisée, nos métiers fassent des expérimentations, quitte d'ailleurs à faire plusieurs fois la même chose. C'est un peu l'ADN du Crédit Agricole. En revanche, on le fait avec un minimum d'exigence sur les environnements dans lesquels ils font pour éviter de perdre les données, et puis également sur les protocoles par lesquels ils vont mesurer l'apport finalement que va représenter l'IA générative, plus généralement toute forme d'IA, pour eux.
Pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, c'est indispensable pour nous qu'au plus près en fait, du terrain, des métiers, ils se rendent compte de ce que ça apporte réellement. Est-ce que c'est utile ou pas? Est-ce qu'il y a des alternatives qui sont plus intéressantes? Et ça, on l'a assumé pendant quasiment 1 an. Mais assez vite, on s'est dit, dans cette stratégie d'adoption maîtrisée aussi, il faut qu'on voit un peu plus loin. Et le plus loin, c'était quoi? C'était de se dire, il y a bien un moment où, une fois qu'on aura expérimenté, il faudra qu'on ressente sur des projets à plus forte valeur ajoutée et qu'on le ressente d'une façon bien particulière, qu'on se dise qu'il faut qu'on ait une capacité qu'on construit collectivement à aller nativement à l'échelle, c'est-à-dire sans passer par la phase de POC, d'expérimentation, qu'on construise sur des bases suffisamment solides, conformes aux standards industriels et sécurité de la banque, pour aller impacter un certain nombre de processus ou en tout cas d'activités en production. Voilà. Donc probablement que plein d'entreprises ont suivi ce cheminement-là, mais nous, en fait, je dirais l'avantage qu'il y a eu, c'est que ça a été partagé d'entrée en COMEX, donc au plus haut niveau, dès le mois d'avril 2023, et qu'en fait, on a déroulé ce plan-là, et on reviendra dans les étapes d'après, mais c'est toujours ce plan-là qu'on découle, puisqu'on avait imaginé que jusqu'à fin 2025, en fait, on serait dans une stratégie de déploiement à l'échelle de projets s'appuyant sur l'IA générative. Et vous voyez qu'après, il y a d'autres parties, mais je n'y vais pas plus loin. D'accord. Et donc aujourd'hui, tu me disais quand on est préparé, vous avez à peu près 60 projets en 18 mois qui sont passés en production, c'est ça? La phase d'expérimentation décentralisée, expérimentation sécurisée, a duré quasiment 1 an. En parallèle, on a préparé justement cette deuxième phase qui était la stratégie de déploiement nativement à l'échelle. Ça s'est traduit par 60 projets sponsorisés directement par des membres du COMEX. Qu'est-ce que ça veut dire sponsorisé par des membres du COMEX? Ça veut dire que tous les mois, il y avait un point sponsor avec eux et qu'ils acceptaient de réserver 1 heure dans leur agenda pour qu'on vienne leur parler du cadrage, des difficultés rencontrées, des problématiques liées à la data, liées à la sécurisation, de la mobilisation des métiers. Parce que c'est un vrai sujet, quand vous avez des projets comme ça, que vous en avez 60 à faire sur une période de 18 mois, et bien évidemment que la mobilisation des métiers, c'est quand même assez cœur pour réussir, quoi. Et donc ça, on a mobilisé un maximum de moyens. Ça arrive à échéance d'ailleurs à la fin de l'année, là, donc dans 1 mois. Donc je pourrais éventuellement vous dire combien on en a réussi, combien on a abandonné de projets derrière nous. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Ah oui, si, c'est très intéressant de voir un peu voilà. les enseignements que vous en avez tirés. Alors, sur les 60, il est très probable qu'on en abandonne 10. On a déjà abandonné une bonne partie et je trouve que c'est très positif. Alors, c'est un peu étonnant de dire comme ça que c'est positif d'abandonner les projets. Ce qui est positif, c'est qu'en fait, on l'a fait directement dans une phase où les cadrages sont suffisamment denses et précis pour pouvoir évaluer les difficultés qui sont devant nous et quand il était opportun de décider de renoncer. Typiquement, il y a certains cas d'usage qui avaient été imaginés. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus intelligent à faire parce que par exemple, le morceau de processus qu'on voulait traiter avec de l'IA générative, en réalité, les problématiques qu'on adressait, elles étaient plutôt bien en amont du processus et il fallait par exemple plutôt mettre l'IA directement face au client pour éviter que derrière, il y ait des gens qui fassent des contrôles ou des choses comme ça. On s'est rendu compte aussi dans certains cas qu'il y avait bon vieux problème de données. On veut utiliser une IA générative, mais il se trouve qu'il n'y a pas de gestion documentaire qui est mise en place par le métier. Donc si par exemple vous avez plusieurs versions du même document avec de l'obsolescence d'informations, tout le monde sait très bien que ça c'est un terrain extrêmement favorable pour générer des hallucinations en tout genre. Et en fait on a regardé comme ça, il y a une dizaine de projets qu'on a littéralement désossés au cadrage. Et on s'est dit, ceux-là, on va pas plus loin. C'est pas la peine de consommer du temps, de l'énergie, du budget. Mais pour les faire. C'est pas forcément que vous allez les abandonner à terme, ou c'est que vous allez revoir, par exemple, pour dire il faut mettre en place ces structures en amont pour que ce soit prêt pour l'IA générative. Alors, ça peut être plusieurs cas. Si par exemple le prérequis nécessaire, c'était d'avoir une gestion en amont des documents. On va imaginer que les métiers en fait feront ce qu'il faut pour gérer le cycle de vie de leurs documents, de leurs données. Le cas échéant, on pourra reprendre en n'ayant pas ça à faire sur un projet, mais parce que ça a déjà été fait en amont en termes de gouvernance data. Il y a d'autres cas, on a tout simplement mesuré que la complexité du cas d'usage était disproportionnée au regard des gains qui étaient en jeu. Si par exemple vous avez un cas d'usage très très compliqué pour limiter les hallucinations de l'IA, et que ça ne sert qu'à 50 personnes pour des gains de productivité qui sont relativement limités, vous pouvez quand même vous interroger
sur le bien fondé de mettre de la ressource experte sur ce cas d'usage-là, plutôt que sur d'autres cas d'usage, qui peut-être ne mobilisent pas d'IA générative, mais peut-être juste de la data ou de l'IA traditionnelle, mais en réalité sont beaucoup plus héroïstes. Donc effectivement, il y a un point, il y a un point data qu'on vient d'évoquer, et il y a un point valeur au final qu'on a. Alors j'ai simplifié, là c'est binaire, mais il y a plein d'autres raisons aussi d'abandonner. On ne le dit pas souvent, mais il y a des cas où on n'a pas réussi à motiver suffisamment le métier pour le faire rentrer dans une démarche de cadrage approfondi en fait de son besoin. Il faut avoir en tête, à chaque fois qu'il y a c'est pas nouveau, l'IA générative est comme ça, mais à chaque fois qu'il y a une technologie comme ça un peu disruptive, on a un peu cet effet magique. Et de fait, il y a certains métiers qui ont l'impression qu'il suffit d'arriver avec l'IA générative, vous posez une question et puis ça va vous résoudre votre problème, même si vous n'arrivez pas bien à qualifier ce qu'il faudrait faire pour le résoudre. Moi, je l'ai connu il y a des années avec l'IA classique. Ça s'est reproduit avec l'IA générative et là, c'est en train de se reproduire probablement avec les agents. À partir du moment où vous ne formalisez pas quel est le problème à résoudre et quel est le résultat attendu, vous ne pouvez de toute façon pas l'évaluer. Et à partir du moment où vous ne pouvez pas l'évaluer, vous ne pouvez quand même pas très confiant sur la capacité à résoudre réellement le problème que vous avez. Et justement, Kyndryl, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que tu vois toi, Habib, comme pratique d'adoption et pour accélérer tout ça et faire ça sur le marché aujourd'hui? D'abord, pour factualiser où en sont nos clients, les organisations plus généralement dans leur adoption de l'IA générative, de l'IA agentique, on a posé la question à 3700 leaders qui sont dans 21 pays et qui opèrent dans 8 industries différentes dans la banque. Et donc le résultat est disponible sur le Kyndryl Readiness Report. Et donc, par exemple, on a 61% des leaders qu'on a interrogés qui nous disent on a une véritable pression pour montrer un ROI suite aux différents investissements que nous avons faits. 72%, c'est pas rien, nous disent on a plus de pilotes que de capacité à les faire émerger. Et on voit ici déjà une différence dans l'approche avec ce qu'a pensé Aldric dès le démarrage des initiatives pour pas être bloqué au niveau du passage à l'échelle. Alors moi, je suis vraiment très inspiré par ce que tu as fait pour le Crédit Agricole. Ce que j'en observe de manière plus générale sur le marché, c'est que les entreprises qui ont bien pris ce virage ont fait attention à 3 axes en particulier. Le premier, c'est la gouvernance. Aldric a bien cité une gouvernance au bon niveau et qui traite des bons sujets, pas sans angle mort sur la confidentialité, la sécurité, la boucle de rattrapage humaine, etc. Ensuite, on a les sujets de skills. 87% des clients sont persuadés que l'IA va fondamentalement changer les rôles et les responsabilités dans les 12 mois à venir. Et donc je pense, moi, l'avenir va appartenir à ceux qui sauront exercer une pensée critique avec les modèles, qui sauront exécuter avec les modèles, mais aussi décider avec les modèles. Et puis pour finir, la donnée, contextualisée, sécurisée, mais je n'irai pas plus loin parce que je pense que Aldric a des choses à nous dire là-dessus. Plein de choses. Vas-y, je te passe la main sur cette notion de la confiance numérique. Ça passe par justement la data et la sécurité autour. Comment ça s'est passé, cette mise à l'échelle de la data pour l'IA générative en particulier? Alors en fait, je vous l'ai dit au début, une banque, c'est quand même une gigantesque machine à gérer des risques. Donc évidemment que notre ADN, c'est quand il y a une technologie comme ça qui arrive, de regarder le potentiel, mais aussi les risques et les limites. Donc ça, j'étais pas trop inquiet sur le fait qu'on arrive à trouver des risques. Là où il peut y avoir une transformation assez importante à faire, c'est qu'il y a des risques qui sont un peu nouveaux, notamment avec l'IA générative. Alors tout le monde a en tête les hallucinations, là, ces informations inventées dans une réponse qui par ailleurs peut être très cohérente, voire assez bluffante. Mais il y a d'autres formes de risques. Je vais insister un peu sur celui lié aux attaques cyber. En fait, sur cette forme d'IA-là, quand notamment vous l'ouvrez au client final, vous vous exposez, vous avez une porte d'entrée pour des cyberattaquants. Vous avez peut-être en tête ce qu'on appelle le prompt injection. C'est le fait de manipuler finalement le comportement de l'IA en faisant des prompts un peu spécifiques et malicieux, toute cette cause, qui peuvent aller jusqu'à faire exfiltrer de la donnée, qui peuvent faire dérailler un certain nombre de réponses, et donc vous pouvez avoir des vrais risques d'image si par exemple votre chatbot affiche des choses qui sont totalement erronées, voire offensantes, ou en tout cas hors de propos pour l'interaction qui a lieu avec le client. Et donc assez vite on s'est dit, bon, on va essayer de serrer un peu les risques, on va commencer par ouvrir pour les usages internes. Pour ce qui est des usages des systèmes à base d'IA générative par le client final, on ne l'ouvrira pas dans un premier temps. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera jamais, ça veut juste dire qu'en l'état de maîtrise des différents risques, on ne se sentait pas prêt. Et en fait, ces risques-là, quand on les a étudiés de très très près, on s'est rendu compte que finalement, ça nécessitait une nouvelle expertise, alors qui était quand même déjà un peu présente, mais
comme l'IA se diffusait finalement assez lentement, on n'en parlait pas beaucoup, c'était à bas bruit. On a créé des équipes d'AI Red Teaming. Qu'est-ce que c'est? Le Red Teaming, c'est des hackers éthiques qui attaquent les systèmes pour voir à quel point en fait, ils sont friables et puis en plus qui recommandent des solutions pour pouvoir éviter ce type d'attaque. Et on a développé cette compétence-là, vraiment spécifique sur les risques liés à l'IA et à l'IA générative en particulier. Et très rapidement, on s'est dit, il va falloir qu'on rapproche cette compétence-là, qui est finalement très pointue sur le fonctionnement des IA, avec nos équipes de Red Teaming classiques, qui elles sont plutôt gérées par les équipes CISO, cyber, dans des fonctions qui sont très bien installées dans la banque. Et on a créé une sorte de développement symbiotique entre ces deux équipes-là. D'un côté, des équipes IA Red Teaming qui ont pour charge de capter les risques émergents, de les évaluer et d'y apporter des réponses. De l'autre côté, les équipes cyber, risque IT, CISO, qui s'imprègnent en fait de ces nouvelles formes d'attaque et qui apportent leur rigueur méthodologique aux équipes IA de façon à ce qu'en bout de chaîne, avec la maturité industrielle, finalement, ces nouveaux risques ne soient plus si nouveaux que ça et intègrent les lignes de défense classiques de la banque. C'est particulièrement important parce qu'on l'oublie, mais l'IA générative, c'est finalement assez récent, en tout cas à grande échelle. C'est des solutions qui sont encore peu matures sur le plan industriel, avec de nouvelles typologies d'attaques qui arrivent quasiment tous les jours. Et donc avoir ce double système de captation en amont à l'état de l'art, combiné avec la force industrielle d'équipes déjà bien installées, qui ont des process, qui sont très interfacés avec les équipes IT, ça permet d'apporter une sécurité globale bien meilleure que si on avait deux silos. D'un côté, les équipes risque IT classiques et de l'autre, des équipes IA. Bon, merci sur cet éclairage très cyber-orienté, effectivement, sur la data. Nous, ce qu'on voit en complément sur les projets qu'on mène avec nos clients chez Dell, c'est que souvent, on parle beaucoup d'IA, mais que le premier facteur, c'est la data, tu le disais. Et dans le monde de l'IA, c'est déjà décloisonner cette data pour apporter le meilleur contexte, pour éviter justement les notions d'hallucination et pouvoir bien spécialiser. Et donc il y a cette notion de décloisonnement, il y a cette notion de sécurité que tu viens de très bien expliquer. Il y a les notions d'outillage aussi qu'on voit aussi, parce que tu parlais d'hallucination, il y a une notion de préparation des données qui doivent être mises en place. Et nous, ce qu'on voit aussi, ce qu'on fait, on travaille avec des clients sur des éléments aujourd'hui, on utilise de l'IA générative pour outiller les data engineers, donc de l'IA pour de l'IA, pour faire tout ça. Et tout ça, on l'intègre. Donc on a créé une plateforme qui s'appelle la DAI Data Platform. Pour simplifier, c'est un petit peu technique, mais on laisse les données où elles sont. On apporte juste le juste contexte de la donnée en fonction de la question et de la personne qui pose la question. Donc c'est une démarche de pouvoir s'interconnecter à tout l'écosystème, quel que soit le format de la donnée, au travers de data engine. On est dans une stratégie de data product réutilisable. Tu vois le principe, je pense, au côté Crédit Agricole. Oui, ça faisait partie des enseignements là, des 60 projets. C'est qu'il y a plein de cas en fait, où on a eu besoin d'hybrider un certain nombre de gisements de données. Soit parce que, par exemple, ils étaient détenus par des entités différentes, soit parce qu'ils étaient de nature différente. Nous, les données traditionnelles qu'on a dans notre entrepôt, c'est plutôt de la donnée structurée. L'IA générative travaille alors aussi avec de la donnée structurée, mais quand même plutôt en majeur avec des documents, des images, du texte. Et donc là, on voit déjà qu'il y a un défi à résoudre d'un point de vue architectural et gestion de la donnée. Et donc ça nous a donné l'idée, puisqu'on a fait un premier bilan là, début d'année 2025, qu'on avait déjà commencé à mettre en production quelques projets. Pour la prochaine séquence, peut-être que vous avez suivi, on a un plan à moyen terme qui a été publié récemment au Crédit Agricole. L'idée que ça nous a donné, c'est d'accélérer sur le partage des données en prenant en compte que maintenant c'était une vision étendue des données, donc données structurées, données non structurées, données de connaissances. Et donc on est en train d'aller vers ce qu'on appelle un espace de données fédéré pour le groupe et une data marketplace de niveau groupe. L'idée c'est quoi? C'est de pouvoir faciliter en fait ce type de partage dans un environnement industriel, donc conçu pour ça, et en le facilitant finalement d'acheminer vers les usages, que ce soit des usages assez traditionnels parce qu'on a besoin de recouper des jeux de données entre deux entités, en vision client 360 par exemple, ou des usages plus élaborés comme l'alimentation de pipelines qui vont alimenter les modèles d'IA. Et tout ça, évidemment, il faut des modèles opérationnels et sécurisés. Et Kyndryl, dans ce sujet-là, je pense que tu as des choses à partager. Oui. Alors, d'abord,
Dans les chiffres officiels, par an, on a pas loin de 400 000 cyberattaques en France. Hein. On est le 4e pays le plus attaqué après les US, la Chine et l'Allemagne. Donc c'est pas un sujet théorique, c'est une vraie menace. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire. Moi, je pense que Aldric vous a donné plein de pistes et d'éléments très concrets. Moi, je peux partager ce qu'on a fait ensemble pour certains clients, où en fait, ce qu'on fait, c'est que on leur garantit une continuité de service en prenant des données vitales, en les mettant dans des coffres-forts de données, et en fait en travaillant sur des mécanismes de restauration et de relancement de l'activité en cas d'attaque. D'accord ? Donc très concrètement, on a un client, par exemple, on travaille ensemble, il a 3 data centers, on sécurise les données vitales qui sont 150 Tera. Alors 150 Tera, c'est 75 milliards de fiches papier, c'est 17 ans de vidéos Full HD à peu près. Et donc, en fait, on remonte les environnements en moins de 4 heures. Et surtout, on les aide à détecter l'anomalie, à savoir d'où vient la root cause. Et ce qui est important pour eux, de reprendre l'activité le plus rapidement possible. Absolument. Et pour vous illustrer, c'est que tous ces process d'IA rentrent, puisqu'on va industrialiser les processus au travers de l'IA, les jeux de données d'entraînement et les modèles rentrent dans ce coffre-fort de données pour pouvoir restaurer le processus de façon opérationnelle. Ouais. De toute façon, nous, on a tiré un autre enseignement. Alors, c'était déjà un peu vrai avant l'arrivée de l'IA générative, mais aujourd'hui, on parle beaucoup de la partie IA, IA générative, agentic AI, mais la réalité, c'est que quand vous faites le bilan, une fois que vous avez développé la solution industrielle, que vous l'avez mis en production à l'échelle, la partie pure IA, c'est moins de 10% du coût total de tout ce qu'il faut faire pour avoir une solution robuste à l'échelle. Alors demain, d'ailleurs, on a une masterclass au Créa École où on expliquera ça. C'est quelque chose qui est étonnant à entendre, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'il y a un décalage très prononcé entre la part médiatique qui est prise par l'IA et la réalité de sa présence en termes de charge à l'intérieur des projets. Par exemple, vous voulez développer un agent, tout ce qu'il faut mettre autour en termes d'observabilité, de sécurisation, de gestion de la donnée pour bien l'alimenter, d'orchestration, c'est vraiment cette partie-là qui représente la majeure partie du coût. Tout simplement parce qu'on ne peut pas se permettre de faire autrement. Quand vous êtes une banque qui a un certain nombre d'activités critiques, si vous voulez protéger finalement le capital confiance que vous octroient vos clients, vous êtes obligé en fait de mettre en place tous ces systèmes autour qui sont nécessaires à la maîtrise de la solution. Et justement, pour faire un zoom sur vos choix d'architecture technique et stratégique entre cloud, multi-cloud, on parle beaucoup d'hybridation, gestion de l'agilité, de réversibilité, de modèles FinOps, qu'est-ce qui a été choisi au niveau Crédit Agricole? Sur quoi tu te bases dans ces éléments-là? Ça, c'est intéressant parce qu'on l'a vu très tôt, c'est-à-dire dès avril 2023, quand on a fait la stratégie d'adoption maîtrisée, on avait catégorisé différents types de risques. Et dans ces types de risques, il y en avait un qui était le risque de dépendance technologique excessive. Bon. Soyons clairs, on est toujours plus ou moins dépendant. La question, c'est comment on gère ça et comment on mesure l'acceptabilité d'une dépendance qu'on se crée. Très vite, parce que si on se remet dans le contexte de l'époque, je sais que c'est un peu loin maintenant, mais à l'époque, il y avait effectivement les clouders US, il y avait OpenAI, un peu Anthropic qui était présent. Pour le reste, il n'y avait pas grand-chose. Mistral n'était pas encore là. Et donc, on s'était dit, bon, il faudra qu'on fasse attention. Quand on est adhérent à des très grands nombres, par exemple, on sert beaucoup de collaborateurs, on traite un très grand nombre d'opérations ou de clients, il faudra concevoir des systèmes qui sont naturellement résilients à ce risque de dépendance. Ça veut dire la capacité à pivoter d'un grand modèle de langage à un autre, donc le prévoir structurellement dans la solution. Ça veut dire la possibilité, grâce à ces systèmes de containerisation, de pouvoir déployer sur différents clouds. Et on s'était gardé, parce que ce n'était pas accessible à l'époque, ça commence à le devenir un peu plus, l'idée de dire que pour certains cas d'usage, il faudrait qu'on développe on-premise, c'est-à-dire dans nos data centers qu'on détient et qu'on opère nous-mêmes, des capacités qui permettent de déployer de l'IA générative. Je dis que c'est assez lointain, mais là, maintenant, ça devient une réalité. Et ça, c'était particulièrement important parce qu'on voit que même sans avoir de problème majeur, il y a quand même, par exemple, certaines versions de modèles qui sont décommissionnées très vite. Vous avez, ça s'enchaîne, les versions de modèles, c'est tous les 3-4 mois, vous avez une nouvelle version. L'éditeur vous annonce que l'ancienne version, elle est maintenue 3 mois ou 6 mois si vous payez un peu plus. Et donc, de toute façon, on a eu, même si c'était plus cher de le faire dès le départ, on a eu raison de le faire parce que même sans problème majeur de nature commerciale ou de nature géopolitique, on s'en est déjà servi en réalité de cette capacité de résilience.
Donc, je te remercie pour cet éclairage. Donc effectivement, nous on accompagne, comme je vous le disais en introduction, de nombreux clients, dont les banques, pour mettre en place ces factories. Donc ce qu'on appelle nous des IA Factory. Donc c'est basé en fait, c'est pas un produit, hein, c'est un framework comme tu le disais, parce que ça évolue tellement vite cet écosystème qu'il faut être capable de pouvoir le mettre en place et suivre ses évolutions et de s'adapter, mais de manière industrielle. Donc c'est basé globalement sur 5 piliers majeurs. Il y en a 3 que Arthur Mensch a rappelé à GTC Paris. Je l'avais noté, j'ai dit super, on est très bien alignés. Il disait il faut 3 choses pour réussir vos projets d'IA générative, les infrastructures matérielles, le logiciel, donc on en parlait, tous ces modèles qui vont bien, et les compétences fondamentales qui viennent autour de tout ça. Et il y a 2 autres points que nous on rajoute sur cette IA Factory, qui sont, et on vient d'en discuter, les cas d'usage à valeur, qui ont une vraie valeur pour le métier, et les données associées. Donc ça donne... Ça, je vous illustre juste framework avec des petits points derrière. Donc évidemment, vous doutez bien que Dell, sur les infrastructures, on est présent de bout en bout. On va même jusqu'au PC d'IA, parce que l'IA ne s'arrête pas aux frontières du data center. On va maintenant jusque sur les PC. On intègre un écosystème large qui reste très ouvert pour suivre justement les évolutions des nouveaux modèles qui peuvent arriver. Alors on travaille évidemment très fortement avec NVIDIA, qui ne fait pas que du matériel, qui fait aussi beaucoup de logiciels pour accélérer tout ça. Des Red Hat, on peut citer Mistral, mais pas que sur le LLM, sur la mise en œuvre de la plateforme. Hugging Face, c'est un autre exemple. Et typiquement, par exemple, avec Hugging Face, on a industrialisé un flux de déploiement entre des modèles qu'on valide sur Hugging Face, qu'on peut déployer sur cette IA Factory jusqu'au PCIA, quand c'est compatible. Et puis évidemment, il y a tout l'aspect accompagnement service, dont Kyndryl fait partie, où on va accompagner nos clients sur l'ensemble de la chaîne, en fonction de leur maturité sur la stratégie de la donnée, sur les sélections de modèles, la plateforme, la gestion de people, l'adoption et run opérationnel. Quand tu disais on opère, dans certains cas, on opère pour nos clients au travers de partenaires comme Kyndryl. Donc on peut mettre ça en place pour accélérer de manière contrôlée, tout en restant ouvert dans l'écosystème pour suivre les évolutions. Donc c'est ce qu'on a mis en place et ce qu'on s'applique à nous-mêmes. On est le client zéro. Alors c'est pas dans la banque, hein. Nous on est plutôt dans le manufacturing, mais on se l'applique à nous-mêmes. Le client zéro, pas le patient zéro. Hein, non, heureusement. Un point pour ouvrir sur les éléments, c'est quoi les futures perspectives de la GenAI au Crédit Agricole aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vois? Et tu disais que tu peut-être ouvrir aux clients finaux en maîtrisant la sécurité, la responsabilité. Tout à fait, ça reste un sujet qu'on est en train d'adresser et de traiter là. Alors nous, on a structuré les choses de façon à ce que si quelqu'un veut, quand je dis quelqu'un, c'est une entité du groupe Crédit Agricole, ouvrir un système à base d'IA générative ou d'agentique s'appuyant sur l'IA générative au client final, par défaut, c'est interdit. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas, ça veut juste dire qu'on a besoin au niveau groupe de l'instruire avec un assessment assez poussé pour s'assurer qu'en fait, il y a une gestion des risques suffisante. Alors, il y a toujours un risque résiduel à accepter. Ça signifie qu'on veut l'accepter au niveau groupe, parce que si jamais il se passe quelque chose, ça peut altérer non pas uniquement l'entité qui aurait fait ça, mais toute l'image du groupe. Donc ça, c'est un point qu'on est en train de traiter. Il y a différentes façons de faire ça, mais un enjeu majeur là, pour 2026, ça sera de faire ce qu'on appelle un assistant conversationnel client. Cette logique en fait, qui consiste à modifier la façon dont le client interagit avec sa banque, donc dans l'univers digital. Donc il y a des logiques d'orchestration, potentiellement d'agentic AI, des logiques de délégation à des IA plus spécialisées, par exemple pour aller faire du coaching financier ou des choses comme ça. Des logiques de simplification des parcours, par exemple si on comprend que l'intention du client c'est de faire une simulation d'assurance, plutôt l'emmener à l'étape 3 en ayant déjà rempli avec ce qu'on a compris comme information plus que ce qu'on est allé chercher comme données. Voilà, donc tout ça c'est quelque chose qu'on est en train d'adresser en ce moment. Aujourd'hui, on s'est quand même plutôt tourné vers les usages internes. Il y avait déjà de quoi faire. Et en fait, on a bien catégorisé 2 typologies d'usages. Celles qui sont finalement comment on fait en sorte que nos collaborateurs s'acculturent progressivement à l'utilisation de ces formes d'IA. Et puis celles qui vont être très adhérentes à des parcours clients et à des processus où là, pour le coup, c'est très héroïste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans une banque, si vous voulez générer du RI, il faut aller chercher les grands nombres de collaborateurs, les grands nombres de clients, les grands nombres d'opérations. Et puis, dernier point très important, on n'a pas beaucoup parlé, mais l'adoption, c'est aussi s'occuper finalement des impacts que génère cette forme d'IA. Directement dans nos cadrages, on est très vigilant à l'impact environnemental, à l'impact, évidemment, et c'est très lié, financier.
également aux problématiques de maîtrise des risques, mais aussi aux impacts sociaux et sociétaux. Et donc l'avis de l'utilisateur, par exemple, alors des fois on a l'impression que ça va assez lentement, mais on passe toujours par une phase pilote dans laquelle on mesure les retours utilisateurs et on vient influer sur la conception du produit en fonction de ces retours-là. C'est très progressif et graduel, mais ça nous paraît indispensable si on veut s'assurer de mettre en place des solutions utiles pour les collaborateurs et réellement impactantes sur le métier. Merci, et on va arriver dans le rouge, mais juste le temps de... Tu as ouvert un petit peu sur l'agentic. Comment tu vois chez Kyndryl, c'est un gros sujet du moment, l'arrivée de l'agentic un petit peu dans tout ça, autour de l'IA génératif, et on l'a vu, tu l'as évoqué aussi dans la mise en place de tous ces outils. Ce qui est certain, c'est que l'agentic, c'est un changement de paradigme, parce que on va passer d'un workflow IA qui est complètement maîtrisé, dont les humains définissaient l'ensemble des étapes. Et à un moment ou à un autre dans les étapes, on utilisait de l'IA générative. Par exemple, les RAG, hein, ce qu'on a vu dans les entreprises pour utiliser le potentiel de l'IA générative sur ses propres données d'entreprise. Ça en fait partie. Donc on pourrait presque faire le parallèle avec une partition de musique classique. Hein. Elle est connue à l'avance, elle ne changera pas. Et à un moment dans les étapes, vous allez avoir de l'IA générative. Puis on change de paradigme, on passe à de l'agentique, avec des agents qui sont capables d'observer leurs environnements, mais pas que. Ils sont capables de raisonner pour atteindre un but que vous leur fixez et d'entreprendre des actions vers ce but. Donc on n'est plus du tout dans la musique classique, on est dans le jazz avec ce que ça implique en termes d'improvisation. Ce qui est important, c'est de bien définir, non pas les étapes cette fois-ci, mais les champs d'action et les périmètres d'action de ces agents. C'est lourd de responsabilité. Alors nous, on a des exemples concrets dans la banque, dans le gouvernement, dans le retail et dans l'assurance, notamment sur des agents conversationnels, que tu citais, Aldric. Maintenant, appliquer l'agentique sur des systèmes critiques, c'est une autre paire de manches. Et je crois que tu avais justement une conviction à ce sujet. C'était déjà vrai au niveau de l'IA générative, mais globalement, en fonction du degré de risque qu'on prend avec le système, on ne va pas forcément connecter ça aux usages les plus critiques, par exemple les systèmes de paiement ou des usages comme ça. Et concernant l'agentique, moi, ma conviction, c'est que ça va être des systèmes hybridés. C'est-à-dire qu'il y a des cas où on pourra supporter finalement l'incertitude que peut représenter le comportement de l'agent, c'est déjà vrai au moment de l'IA générative. Et il y a d'autres cas où on fera plutôt appel à des formes d'IA beaucoup plus traditionnelles, où on mesure l'incertitude, c'est-à-dire on sait à peu près où est l'anomalie. Si par exemple on a 95% de précision, c'est quand même super de savoir où sont les 5%. Ça permet de manière plus sereine d'automatiser les 95% et puis après de rendre la main à l'humain pour les 5% qui restent. Donc en gros, tu vas mélanger la musique classique avec la musique de jazz. Exactement. Ouais, super. Donc c'est un peu le mot de la fin, peut-être un dernier point où tu veux laisser pour l'audience. En fait, on les a abordés au fil du questionnement. Moi, ce que je pense important, notamment pour les grandes entreprises, c'est de vraiment bien évaluer avant les impacts que peuvent avoir, notamment en matière de risque, cette forme d'IA, en matière de dépenses technologiques également. Tout ce que je dis toujours, c'est quand même pas très grave de perdre, si on veut, 3, 4, 5 mois à étudier ces sujets-là, sachant que l'adoption va probablement se jouer sur des phases de 5 à 10 ans. Ce qui sera fait et mal fait, en général, on rate le coche pour 10 ans, et donc on n'est pas à 3 mois près pour bien faire les choses. Merci. Habib, tu veux... Non, j'aurais pas mieux dit. Écoutez, je pense qu'on a chauffé la salle pour les suivants. Voilà. Donc ça, c'est une excellente chose. Merci beaucoup de vous être Merci à vous. Merci beaucoup, Et on se tient à votre gentlemen. Thank you disposition. very much.